Donc j'ai une boîte Eurociné. C'est amusant de charrier des boîtes. Dans toutes ces boîtes, vous avez des photos, des dossiers de presse, que des documents sur le cinéma. Tiens, là c'est la boîte Russmeyer. J'ai écrit Big Tits. Ah, d'ailleurs, je devrais l'écrire au marqueur parce que toutes ces... ça s'en va. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Ah, La Nuit du Chasseur. Il n'y a pas que de la série B ici. Donc, les films de la Hammer avec Dracula, ça fait une boîte entière. Et là, nous avons Frankenstein. Attendez, je vais vous en donner la preuve. Ça, c'est Frankenstein, ça? Mais non, ça, c'est une photo de vampire. Ah, non, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a vraiment du bordel, là. Ah voilà, là vous avez Peter Cushing en Baron Frankenstein. Donc tout ça c'est la Hammer. Frankenstein. Et puis... ça doit aller ici. Alors voilà, là nous avons une pochette Horror of Dracula. Ah voilà. Ah, une très célèbre photo du film de Terence Fisher. Avec le pieu. Enfin, c'était pas ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous montrer, là nous avons plusieurs femmes. Claudine Dupuis, Isabelle Sarli, Anita Ekberg, Marisa Mel, Barbara Steele. Ouais. Tiens, je vais vous montrer une photo de Barbara Steele. Voilà. Ça, c'est pas mal. L'effroyable secret du docteur Hitchcock de Freda. Donc une photo d'exploitation de l'époque, hein, comme on trouvait dans les halls des salles de cinéma. Ah, les scotch ne tiennent plus. Voilà. Oui, c'est beaucoup mieux qu'un scotch, il faut utiliser un marqueur. Eurociné. Tout ça, c'est Eurociné. Mais alors, qu'est-ce que c'est Eurociné? Alors, j'avais fait un documentaire. J'avais d'abord fait un fanzine avec Lucas Balbo et Laurent Aquin, dont voici d'ailleurs la maquette. Une maquette Eurociné. Vous voyez, ça c'était un fanzine en noir et blanc qui faisait plus de 200 pages, hein, je crois. Donc Eurociné, c'est une petite maison de production qui a été créée en 1957. Il y a eu d'autres... en fait, son créateur, Marius Le Sœur, qui est un forain, un ancien forain, avait créé d'autres structures de production avant 1957 qui ont été absorbées par le label Eurociné. C'est pour ça que son fils qui a repris l'affaire, Daniel Le Sœur, aime à dire que Eurociné existe depuis 1937-38, parce qu'ils avaient racheté des catalogues d'une maison qui avait fait faillite et qui datait de 1937-38. Mais bon, officiellement, Eurociné et le style Eurociné, on peut le dater de la fin des années 50. Et on a eu l'idée de faire un fanzine, et puis donc après j'ai fait un documentaire sur Eurociné, parce que c'est une maison qui est quand même extrêmement particulière, atypique. Les amateurs la connaissent parce qu'elle a produit quelques films de Jess Franco, dont L'horrible docteur Orloff, qui est un film franco-espagnol, avec donc des capitaux français qui étaient l'apport d'Eurociné. Alors c'est une maison de production qui est très, très amusante à étudier parce que
C'est vraiment la série B française dans toute sa splendeur. C'est même de la série qu'on peut qualifier de Z, c'est-à-dire faire des films avec des bouts de ficelle, euh, avec des recettes un petit peu euh, acrobatiques, dirons-nous. Parfois réussir à faire un film avec deux en utilisant des morceaux d'une précédente production. Donc il y a eu beaucoup ça dans Eurociné. Donc se pencher sur la filmographie de cette maison de production, ça peut être source de maux de tête. Parce qu'on se retrouve avec parfois les mêmes images d'un film à l'autre, alors on ne comprend plus trop ce qui se passe. Si vous comparez Pigalle, Carrefour des Illusions à la Maison des Filles Perdues, il y a des moments où vous avez l'impression de revoir le même film, comme un cauchemar qui se répète. C'est assez cauchemardesque en fait, Eurociné, quand on se penche vraiment sur les films. Donc c'est l'art de la débrouille en fait, et ça c'est les origines foraines de Marius Le Sœur. Il a commencé dans le cinéma juste après-guerre, quand il s'est rendu compte que le cinéma français, on lui avait loué des manèges pour un décor de film, euh, avec une fête foraine, et il s'est rendu compte qu'il y avait, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y avait de la pénurie, notamment de la pénurie de courant électrique. Et donc il a eu l'idée de créer des groupes électrogènes et de créer ce qu'il appelait les studios mobiles de France. C'est une petite structure dans le sud de la France qui proposait pour les tournages en extérieur des, des, des roulottes avec des groupes électrogènes, d'où ce nom Studio Mobile de France. Et il a aussi loué le parquet de ces autotamponneuses qui pouvaient aussi servir pour certains films. C'est comme ça qu'il est rentré dans le cinéma et qu'il a commencé par des films à tout petit budget. On est donc dans les années 48-49. Il y a notamment un film alors qui se passe dans le cirque, un milieu qu'il connaît bien, Une belle garce, un film avec Ginette Leclerc, dont on peine à trouver une copie. Et puis avec les années 50, Rossinet continue et développe une collaboration avec l'Espagne. Et donc souvent l'apport de Rossinet, c'est quelques acteurs. Howard Vernon a fait pas mal de films comme ça en Espagne avec eux. Et, euh, et puis un jour, il se lance dans... Alors, Marius Le Sœur était très copain avec Frédéric Dard. Et il y a un film qui s'appelle Sursis pour un vivant. Frédéric Dard écrit les dialogues. Alors c'est un film qui est plutôt d'une grosse production par rapport à ce que Rossinet fait d'habitude. Il y a Henri Vidal dans la distribution, Howard Vernon à nouveau. Euh, et ce film est un échec commercial. Et donc, il y avait un investissement financier beaucoup plus important que d'habitude. Et face à cet échec, Marius Le Sœur s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup trop risqué, le cinéma, investir parfois des sommes importantes pour essuyer un échec commercial. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'il fallait en fait limiter son ambition. Il fallait toujours rester, on pourrait dire, à sa place. En tout cas, la place qu'il a voulu occuper, c'était la place d'un petit commerçant de cinéma qui va investir avec prudence et qui va développer, à partir des années 60, toute une stratégie commerciale pour faire des films de moins en moins chers. Et je pense que le rêve secret de Marius Le Sœur et de son fils Daniel, qui a commencé comme assistant sur les plateaux de son père dans les années 60, on le voit dans des euros espagnols hein, qui sont cofinancés par Eurociné. Et puis à partir des années 70, il va prendre
de plus en plus d'importance dans la maison de production avec son père. Et donc, il est probable que le rêve des Le Sœurs, c'était peut-être de faire un film, d'arriver à faire un film sans dépenser un centime. Ça devait être, ça c'est le rêve. Mais après tout, c'est le rêve peut-être de tout producteur. Et il y avait notamment, très caractéristique, l'emploi des stock shots, c'est-à-dire ces séquences déjà faites qu'on achète à très bas prix et qu'on injecte dans un film pour faire riche. Alors, il est vrai que Rossinet a fait des films de guerre avec très peu d'argent, et donc dans ces films-là, vous avez plein de scènes d'explosion, des choses comme ça qui ont été achetées à d'autres producteurs, et c'est ce qu'on appelle les stock shots, des images en stock. Mais là où Rossinet devient vraiment extrêmement fort, c'est que le catalogue même Rossinet devient un stock shot à lui tout seul. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des morceaux entiers de films Rossinet dans d'autres films. Donc un film Rossinet, ça peut parfois se décliner en 2 ou 3 films, avec des variantes. Et donc, bon, moi ça m'intéressait beaucoup, ce côté bricolé. Et j'ai donc évidemment collectionné tout ce qui concernait, j'ai amassé toute cette documentation, la Maison des Filles Perdues. Mais, ah bah voilà par exemple, le document est un peu abîmé là. Train spécial, c'est train spécial pour Hitler. Alors ça c'est dans les années 70, il y a eu le film, plusieurs films. Il y a eu Portier de nuit, Les damnés, ce sont des films qui ont bien marché. Et alors ça c'est caractéristique de la série B aussi, et des producteurs avisés. Dès qu'il y a un gros succès, on essaye de faire des imitations. Et donc Rossinet en 1975 s'est lancé dans les films SS. Nathalie dans l'enfer nazi, avec toujours un petit côté mélodramatique en fait. Et ça, c'est encore les origines foraines de Marius Le Sœur, parce que dans les fêtes foraines, telles qu'il les avait connues enfant, il y avait des pièces de théâtre ambulantes. Et il se souvient très bien de grands mélodrames comme Les Deux Orphelines qui étaient joués dans les fêtes foraines. Donc, lui, il écrivait les scénarios, parce que comme ça coûtait encore moins cher, plutôt que de payer un scénariste. Il écrivait les scénarios, il y avait toujours un petit côté mélodramatique dans ces scénarios. Hein, et donc cette pauvre Nathalie, qui tombe dans l'enfer nazi, va évidemment tomber amoureux d'un très bel officier allemand. Et ça finit souvent très mal, les films de Rossinet. Il n'y a pas de happy end, c'est un petit peu dépressif. Alors il y a donc Jack Taylor, qui est un acteur qu'on a vu dans beaucoup de films de Jess Franco, et puis il y a toujours des scènes, évidemment, des scènes chocs, des scènes de torture ou des scènes érotiques. Et là, on reconnaît Claudine Beccari, qui avait tourné Exhibition de Jean-François Davy, qui avait fait scandale à Cannes en 1975. Donc voilà un peu un aperçu de ce qu'est le style Rossinet. Et alors, du moment qu'il y avait de l'érotisme, de la fesse, ça permettait à un cinéaste comme Jess Franco de faire des expérimentations. Et donc, dans ce dénuement financier, vous êtes frustré parce que vous ne voyez pas ce que je vois, mais dans ce dénuement financier, voilà, vous avez quelques Amazones.
Vous vous rendez compte qu'ils ont fait quand même un film, c'était au Bois de Vincennes, ils ont fait un film d'aventure avec des Amazones. Ça, c'est dans les Amazones du Temple d'Or de Alain Payet. Et là, vous reconnaissez Françoise Blanchard, qui avait joué La Morte vivante de Jean Rollin. Alors, ils tournaient au Bois de Vincennes, mais ils tournaient aussi dans leur petite maison de campagne à Soisy-sur-École, que j'ai visitée, et qu'ils appellent, sans aucun humour, mais pas non plus avec prétention, mais ils appellent ça tout simplement les studios Eurociné. Mais c'est simplement une petite maison avec un étage, et cette maison a servi, toutes les pièces ont servi de décor aux productions Eurociné. On tournait comme ça dans la maison familiale et aux alentours. Il y a comme ça plein de décors extérieurs qui ont servi, notamment à ces films d'Amazon. Alors qu'est-ce que je disais avant cette parenthèse? Je ne sais plus. Je disais, ah oui, Jess Franco. Dans le dénuement extrême des budgets, des cinéastes ont pu donner libre cours à leur goût de l'expérimentation, et c'est le cas de Jess Franco. Alors, il y a notamment un film magnifique qui s'appelle Shining Sex, où là, la caméra de Jess Franco tourne sans arrêt autour du corps dévêtu de Lina Romay. Lina Romay, là, on l'a ici, Lina Romay. Mais ça, c'est peut-être un peu hard pour YouTube, non? Hein? Là, vous avez Lina Romay, là. Vous la voyez? Alors, dans Shining Sex, c'est un film qui est formidable, qu'on peut qualifier d'expérimental, mais les Eurociné s'en est largement accommodé, puisque vous aviez des séquences érotiques pendant tout le film, et les spectateurs venaient pour ça. Après, le côté expérimental du film est certainement passé au-dessus de la tête de plus d'un spectateur à l'époque, et aujourd'hui, il fait partie des pièces maîtresses du catalogue Eurociné, comme L'horrible docteur Orloff, comme d'autres films. Beaucoup de films de Jess Franco. Mais il y en a un que j'aime beaucoup avec Paul Naschy, c'est L'homme à la tête coupée, qui est vraiment un excellent film d'épouvante. Alors ils ont fait tout, effectivement, des films d'épouvante, des films érotiques. Voilà, ils ont même fait des Zorro. Voici un Zorro. C'est les aventures galantes de Zorro. Ça, en fait, ils n'ont aucun complexe, c'est ça qui est amusant. Donc, voilà le Zorro, mais il y a peut-être beaucoup de reflets, non? C'est bon. Alors, ils ont fait beaucoup de films comme ça, des Zorro, des westerns, tout était possible, hein. Des polars, évidemment. Ah, voilà un film d'épouvante aussi. Orloff et l'hombre invisible. Ça, c'est comment ça s'appelait en français? Orloff et l'homme invisible. Hein. Donc, même s'il n'y a pas d'argent, c'est pas grave. On se débrouille. On se débrouille et on fait un peu, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. Et puis bon, évidemment, des films érotiques. Ça, c'est encore une photo de la vie amoureuse de l'homme invisible. Et vous voyez que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on met tout de même un peu de moyens dans la publicité. C'est pour ça qu'il y a toujours, ils n'ont jamais lésiné sur la dépense pour faire des photos d'exploitation. Alors ça, c'est les filles, non, les orgies du Golden Saloon, ou les filles du Golden Saloon. Donc un western. À l'époque, il y avait les westerns italiens, et il y a Eurociné en a fait quelques-uns, toujours avec une large dose d'érotisme. Donc voilà, il y a tout ça dans cette boîte. Ah ben voilà, ça c'est quoi? Voilà les filles du Golden Saloon. Voilà ce que ça peut donner en affiche.
c'est parfois un peu rudimentaire. Et alors, bon, bah, j'ai fait un... Voilà les films de guerre. Alors cette image-là, cette séquence, on la retrouve dans plusieurs de leurs films de guerre. Elle a resservi, c'est-à-dire c'est un stock shot maison. Ah, il y a aussi des comédies désolantes. Ça, j'aime beaucoup, ça. C'est Homme de joie pour femme vicieuse, avec un acteur fabuleux, Daniel Darnaud, qui adorait imiter Louis de Funès. Daniel Darnaud, qui faisait beaucoup rire les Le Sœurs, et qui, à mon avis, ne devait pas être très cher. J'ai fait un documentaire il y a quelques années que j'ai essayé de faire de façon relativement objective, mais avec beaucoup de sympathie pour Eurociné. Mais quand même, ça les a un petit peu froissés à l'époque, parce qu'il y a certaines vérités qu'ils jugent un petit peu fallacieuses. Les producteurs n'aiment jamais qu'on dévoile trop de secrets de fabrication. Ils sont plutôt pour préserver une part de rêve. Et c'est vrai que lorsqu'on a programmé le documentaire à la Cinémathèque française, Daniel Le Sœur était avec moi sur scène et il parlait d'Eurociné comme d'un diamant. Et il voulait dire par cette comparaison que Eurociné avait beaucoup de facettes, comme un diamant. Et que ce soir, on projetait un film assez particulier, Des filles dans une cage dorée, qui est un patchwork invraisemblable de scènes disparates. Et il disait que c'était l'une des facettes du diamant Eurociné. Après tout, je crois qu'il n'a pas tort de défendre sa maison de production de cette façon-là. Et il m'a peut-être reproché d'être un peu moins dans le rêve, de dévoiler un peu trop de trucs. Mais c'est ce qui me fascinait, c'était ce côté un peu magicien, faire des choses avec des bouts de ficelle. Et aussi de temps en temps, un grand magicien comme Jess Franco qui peut s'immiscer dans ce dispositif qui pour d'autres cinéastes était très contraignant. Ça, c'est toute la force d'Eurociné. Voilà. Alors oui, je ne vous ai pas tout montré, mais il vaut mieux encore voir les films plutôt que de voir des photos. Oui, oui, oui. Les films ont été vendus partout. Ça, voilà, ça c'est Das Schiff der Gefangenen Frauen, la maison des filles perdues en Allemagne. Ils étaient très très forts pour vendre leurs films en Allemagne. Enfin, je veux dire, dans le monde entier. Un film comme Le Lac des Morts Vivants, par exemple, qui est une production Eurociné, l'affiche est sur le mur à côté. Eh bien, il a été vendu partout dans le monde, dans plein de petits pays. Et c'est une des fiertés de Daniel Le Sœur. C'est peut-être, s'il y avait un film à retenir, en dehors de certains de Jess Franco qui sont des chefs-d'œuvre, comme Shining Sex, s'il y avait peut-être un seul film à retenir de la grande production Eurociné, c'est Le Lac des Morts Vivants, qui a été un succès mondial. Alors là, vous avez Princesse Sonia. On voit avec le papier cristal. Princesse Sonia, ses bottes, son esclave. Alors c'est un roman sadomaso des années 30. Et
Et ça, c'est mon armoire à flagellation. Comme je l'appelle là, c'est que des romans SM de l'entre-deux-guerres. Ah là, il y en a un qui est très beau par exemple. Les cruelles frénésies de Vandenbroucke. Vous voyez, ça c'est pas mal. Et c'est un excellent illustrateur, Whighead. Alors Whighead, il a fait le plus beau livre de ce sous-genre. Il a fait celui-ci avec un titre on ne peut plus explicite, À genoux esclaves. Et ce livre-là est somptueux en raison des illustrations. Donc ce sont des dessins au trait. Voilà. Et ça c'est magnifique. Un texte d'un certain Whighead. Parce qu'évidemment, il y avait, voilà ce que Whighead était capable de faire. Évidemment, il y avait énormément de pseudonymes dans cette littérature. Un des pseudonymes les plus célèbres, c'est celui enfin, beaucoup de pseudonymes ont été utilisés par Pierre Macorlan. Il a même signé certains romans de flagellation sous son véritable nom. À l'époque, c'était pour emmerder son tuteur. Il a utilisé son vrai nom. Voilà, vous avez ici Femme et corsaire. Alors, dans toute cette publication, dans toute cette série de livres, il y a une collection que j'adore, ma collection préférée, qui occupe ces deux rayonnages-là. Alors, cette collection s'appelle la Select Bibliothèque. Alors là vous avez un format assez inhabituel. Le dressage de la Maid d'esclaves. En fait, la Select Bibliothèque, c'était des romans qu'on peut qualifier de poche. Par exemple, voilà, Subjugué. Alors Subjugué, prenons cet exemple. C'est le numéro 89 de la série. Et ça date de 1937. Et le premier numéro qui est ici, le Tour du monde d'un flagellant, le Tour du monde d'un flagellant a été publié en 1906. Donc de 1906 à 1939, cet éditeur mystérieux a publié 98 volumes. Le 98e, le voici. Les Dompteuses. Voilà Les Dompteuses, 1939, numéro 98. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans cette collection, c'est qu'elle sortait des sentiers battus, parce que dans beaucoup de ces romans-là, vous avez toujours les mêmes histoires des histoires de domination ancillaires, les femmes de ménage qui se font corriger parce qu'elles ont renversé la vaisselle ou que sais-je, ou beaucoup d'histoires de châtiments corporels chez les religieuses, ou bien alors dans des écoles. Ça c'est, par exemple, prenons ici, il y a l'internat des châtiments. Voilà, l'internat des châtiments. Bon, ça c'est assez classique comme histoire. C'est toujours prétexte à ce que des fessiers rebondis en général soient retroussés, puis ensuite cravachés. Donc c'est une littérature obsessionnelle et qui peut être très très vite lassante. Enfin, sauf pour les amateurs de fessées peut-être. Mais ça tourne un peu en rond. Vous avez là Miss Cravache.
Bon, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Euh, et puis, la Select Bibliothèque, elle, justement, s'est aventurée dans des zones un peu plus marginales. Il y a notamment eu une série, ils ont publié pas mal de livres sur des histoires de garçons féminisés. C'est le cas par exemple de Miss au talon. Miss au talon en fait est un garçon qui est féminisé de force par des dames. Donc ça sortait un peu de l'ordinaire pour l'époque. Et puis il y a des histoires folles, et c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs la Select Bibliothèque. Je l'ai découvert avec un roman qui s'appelle Attelage humain. Alors là, c'est un exemplaire très particulier puisque il a été colorié, non pas par moi, mais je l'ai découvert comme ça, tel quel, colorié, par l'ancien propriétaire. Et donc là, nous abordons un thème que la Select était presque la seule à aborder de façon régulière, qui est celui de la transformation physique, les modifications corporelles, et en l'occurrence l'animalisation. Donc ça m'avait fait beaucoup d'effet, j'avais trouvé ça complètement délirant. J'avais découvert ça vers 15-16 ans, parce que ce roman avait été mystérieusement réédité dans une petite collection de poche. Donc c'était une histoire, ça se passait au Brésil, une dame très riche, une milliardaire américaine, qui avait pour fantaisie d'asservir des êtres humains et de les transformer en cavales, comme elle disait, en chevaux humains. Et donc, comme ça, elle pouvait se balader dans toute sa propriété en les attelant. Et puis, évidemment, il y avait aussi des courses. Il y avait des courses hippiques. Alors là, il y a une illustration avec une course hippique. Voilà. Alors là, le propriétaire d'avant a juste... il a dû avoir la flemme de tout colorier. Mais... Donc voilà comment comment elle s'appelait cette américaine, Madame Stone, voilà comment Miss Stone s'amusait au Mato Grosso, dans sa grande propriété du Mato Grosso. Et puis il y a un autre roman qui est fabuleux, qui s'appelle Les Maîtres Redoutables. Alors les Maîtres Redoutables, il faut que je le retrouve. Il est là, je crois. Les Maîtres Redoutables, là on ne voit pas bien, mais c'est les illustrations intérieures qui valent le coup. C'est une histoire de rivalité féminine avec une ancienne domestique qui prend la place de Madame, à la grande joie de Monsieur. Et elle découvre que Monsieur a des fantasmes cannibales. Ça arrive. Et pour exciter les fantasmes cannibales de Monsieur et se venger de sa rivale, elle décide de la transformer. Alors vous allez voir, elle va la transformer en poule. Voilà 6 mots, poule corse pure race. Elle va commencer à la faire engraisser, et notamment, elle va à un moment devenir tellement grosse que, disons, cette poule va être à point pour être mangée. Vous voyez, là on l'engraisse à l'entonnoir, et puis bientôt on vérifie si la broche est suffisamment longue pour pouvoir l'embrocher, afin de satisfaire les fantasmes cannibales de Monsieur. Alors là, on atteint des sommets d'extravagance avec les Maîtres Redoutables, qui sont véritablement très redoutables. Et cette extravagance-là, cette folie, on la trouve rarement dans les autres romans. C'est très rare, sauf peut-être ici. Là, vous avez toute une série de livres qui sont écrits signés d'un certain Jean Vergerie.
Alors Jean Vergerie, c'est une petite parenthèse que je fais. Jean Vergerie, la clinique des cauchemars, est peut-être un des rares cas dans ce domaine littéraire de ce qu'on peut appeler un fou littéraire. C'est un homme qui semble tellement possédé par ses pulsions sadiques que ses romans parfois se diluent lorsqu'il se met à raconter des séquences et il détaille tous les instruments. Il y a certains livres, ça n'est pas le cas de celui-ci, mais dans certains de ses romans, il y a en appendice la liste de tous les instruments de torture et la manière de les utiliser, tous les instruments utilisés dans ses livres. Et lui aussi, il atteint parfois des sommets d'extravagance, mais ça, on peut dire que c'est un cas de folie littéraire. Le style littéraire de ces romans n'a plus aucune espèce d'importance. Ce qui prime, c'est la description des sévices et des instruments qui sont utilisés pour faire souffrir un maximum les victimes. Et l'illustrateur s'appelle tout simplement Sadi Mazo. Voilà, bon. Mais en général, cette littérature est un petit peu simplette, un peu répétitive, sauf donc la fameuse Select Bibliothèque. Alors, oui, c'est une littérature de plaisir, mais qui peut susciter aussi l'angoisse. Ça, c'est vrai. Plaisir, angoisse. Alors, ce que j'ai eu envie de faire à un moment donné, parce que un collectionneur peut-il se satisfaire d'avoir tous les exemplaires d'une collection? Est-ce qu'on est vraiment heureux lorsqu'on a tout? Eh bien, peut-être pas, parce qu'on aimerait toujours en avoir plus. Alors j'ai eu l'idée, en 2023, de reprendre le label de la Select Bibliothèque pour poursuivre l'aventure de cette maison d'édition. J'ai donc ressuscité la Select Bibliothèque avec un associé. Nous avons recréé le label et nous avons sorti en 2023 le numéro 99 et le numéro 100. Et l'année d'après, on a sorti le 101. Donc ce sont des romans que j'ai écrits récemment, là, ces 3 dernières années. J'ai demandé à une illustratrice si belle de s'inspirer du style de la Select Bibliothèque, de reprendre un peu les codes visuels de cette collection, en y ajoutant sa propre patte, son style personnel. Moi, j'ai aussi essayé de me plier aux exigences d'écriture de l'époque, tout en la rajeunissant, parce qu'il ne s'agissait pas de faire un pastiche. Faire un pastiche, ça n'est pas... C'est un peu vain de vouloir toujours pasticher les choses. Il s'agissait vraiment de prolonger la collection. Donc, la collection, on la prolonge. Ce sont des romans qui sortent en 2023, pas en 1939. J'ai eu à un moment donné l'envie de faire des faux. Mais pour faire des faux, il faudrait utiliser un papier de l'époque, etc. Et puis, faire des faux, c'est un peu vain, je trouve, quand même. Il est beaucoup plus intéressant, plus fort de se dire, nous sommes en 2023, et cette maison d'édition, eh bien, elle renaît. Elle renaît et elle continue de publier des textes nouveaux, avec donc forcément un nouveau style. Donc j'ai d'ailleurs, les 2 premiers, je les ai signés Dombrenus Alera, fils, comme si j'étais le fils de Dombrenus Alera. Vous voyez que beaucoup de ces romans sont signés, par exemple, là, en Louisiane, Dombrenus Alera. Donc oui, c'est le fils de Dombrenus Alera qui est aux commandes maintenant de la Select Bibliothèque. Donc c'est une manière de poursuivre la collection,
de signifier qu'elle n'est jamais finie. Il pourra y avoir, j'espère, un numéro 102, un de ces quatre. Ça, il faut l'écrire. Et c'est une façon aussi de rentrer à nouveau dans une collection. Ne pas rester passif devant... On est là devant cette armoire et puis, tiens, on va lire ça aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... Est-ce qu'il n'y a pas parfois le plaisir de vouloir rentrer carrément dans la collection, de faire partie de ses propres rayonnages? Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette entreprise. Et je raconte tout ça dans un petit livre. Alors le livre est si petit que je ne le retrouve pas. Où est-ce qu'il est, mon petit livre? Ah, non, il n'est pas là. Il est ici, le petit livre. Voilà. L'obsession du Mato Grosso. Aux éditions du Cendre. Dans ce petit livre, je raconte tout ce cheminement qui m'a permis de découvrir tous ces livres, de découvrir qui était derrière ce label, parce que c'était quelque chose qu'on ignorait, et puis de reprendre le flambeau de M. Dombrenus Alera. Voilà. L'auteur absent de Paris s'excuse de n'avoir pu signer cet exemplaire. Je ne peux pas résister au plaisir de collectionner Jean-Pierre Mocky. Et puis à l'époque où je travaillais pour lui, j'ai pu récupérer parfois des documents très intéressants. Je me souviens par exemple de... Ah bah ça c'est les saisons du plaisir, en allemand. Ah oui, j'ai quelque chose de fabuleux sur les saisons du plaisir, mais c'est pas là. Bon, c'est pas grave. Et tout ça, c'est du Jean-Pierre Mocky. Hein. Il est partout, Jean-Pierre Mocky. Voilà du Jean-Pierre Mocky et les fêtes foraines dans Les Vierges. Alors, je pense que pour moi, c'est un cinéaste capital qu'on ne cessera de redécouvrir. Il a quand même eu une rétrospective intégrale à la Cinémathèque française de son vivant. Mais depuis qu'il est mort, certains films ont été restaurés, mais il fait toujours un peu figure d'outsider, d'enfant terrible. Peut-être même certains critiques en parlent avec certaine condescendance. Et lui d'ailleurs était toujours très critique sur ses collègues. Je sais, il avait une dent un peu contre Tavernier. Il n'aimait pas les cinéastes qui la ramenaient, et qui avaient cette capacité inouïe à avoir un discours sur leur propre œuvre. Ça, c'est quelque chose qui dépassait Mocky. Enfin, il percevait la forfaiture dans cette position. Hein. Mocky était quelqu'un de beaucoup plus humble. Il aimait d'ailleurs dire qu'il n'avait jamais réussi un seul film, que tous ses films étaient des brouillons. Il n'arrivait jamais à ce qu'il avait en tête. Ses films étaient des brouillons et ça lui donnait cette faculté d'ailleurs de faire des films les uns après les autres sans avoir trop d'état d'âme, sans regret. Comme si on pouvait voir son œuvre comme une sorte de continuité, hein, toujours le même film qu'on remet un peu sur l'ouvrage. Il n'avait pas comme ça cette volonté de vouloir faire une œuvre définitive avec un film. Les cinéastes qui veulent tout le temps soigner leur cadre, être extrêmement attentif, prendre du temps. Il avait une dent contre beaucoup de cinéastes modernes comme Michael Haneke,
il a toujours vu dans certains de ses cinéastes des poses qui ne sont pas du ressort de la sincérité, des trucs en fait. Alors sur ses contemporains, je ne l'ai jamais entendu dire vraiment du mal des uns et des autres. Il y avait une concurrence amicale entre Chabrol et lui, parce que Chabrol est peut-être le seul cinéaste français à pouvoir rivaliser en quantité de films. Donc je me souviens que Mocky regardait toujours le compteur. Il dit ah j'ai 2 films de plus à ma filmographie que Chabrol. Bon, des choses comme ça, ce sont presque des enfantillages, mais il considérait qu'il avait quand même une longueur d'avance sur Chabrol parce qu'il était son propre producteur. Et ce qui l'amusait, c'était que Chabrol était juste un employé. Il le considérait comme l'employé de Marine Karmitz, le producteur des films. Donc Mocky avait, lui, se considérait plus libre et peut-être plus riche aussi, selon les revers de fortune de ses films. Comme il était son producteur, son auteur, etc., il se considérait mieux loti que Chabrol. Mais non, vis-à-vis de la nouvelle vague, par exemple, il avait toujours du respect pour Godard. De toute manière, Godard c'était réciproque, hein, puisque Godard l'a fait tourner dans 2 films. Il apparaît brièvement dans Prénom Carmen, et puis ensuite il a le rôle principal de ce téléfilm pour la série noire qu'avait réalisé Jean-Luc Godard. Comment s'appelait ce film? Le titre, Grandeur et misère d'un petit commerce de cinéma. Donc Mocky parlait toujours de son ami Godard. Mocky faisait partie de ces gens qui ajoutaient tout le temps l'expression « mon ami ». C'est mon ami Godard, c'est mon ami Orson. Il disait tout le temps des choses comme ça. Il avait l'air d'être sincère d'ailleurs, mais je pense qu'il ne pouvait pas être ami avec tout le monde quand même. Il suffisait qu'il rencontre quelqu'un pour que ça devienne son ami. Par exemple, il croise Jack Nicholson dans un cocktail à Paris. Je ne sais plus à quelle occasion. Et puis, il se dirige vers Nicholson parce qu'évidemment, il avait toujours 3 ou 4 projets en tête. Et dès qu'il voit un acteur de cette ampleur, il pense tout de suite à un rôle pour lui. Et donc, il va voir Nicholson et lui dit « J'ai un projet pour vous. »« J'ai un projet pour vous, mon vieux. Alors, si vous... » Enfin non, il va pas dire « mon vieux » là, mais il va dire « Monsieur Nicholson, si vous voulez jouer dans mon prochain film, j'ai un rôle formidable. » Et puis Nicholson lui a dit « Yes, 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 fine. » Bon, et puis c'est tout. Et puis le lendemain, Mocky disait à tout Paris « Je fais mon prochain film, c'est avec mon ami Nicholson. » Mon ami Nicholson est d'accord pour tourner dans mon film. Bon, il y avait une part de vérité naïve, comme un enfant qui croit à ce qu'on lui a dit la veille, et puis une part de filouterie, parce que il avait bien compris depuis très longtemps, depuis qu'il était dans le cinéma, qu'il fallait toujours raconter aussi des histoires pour obtenir des budgets. Et donc ça, je l'ai vu faire très souvent. Et puis je l'ai même vu avoir cette stratégie juste pour s'amuser. Quand on était en repérage et que tout d'un coup il voulait voir ce qu'il y avait derrière les grilles d'une propriété, on forçait, enfin la porte était ouverte, la grille était ouverte, on rentrait dans la propriété et puis tout d'un coup il y avait un monsieur qui arrivait en courant vers nous, parce qu'on quand même on n'était pas du tout invités, et puis
Mocky était à cette époque extrêmement populaire, on le voyait à la télévision et donc la personne le reconnaissait tout de suite et puis Mocky lui disait ah mais écoutez mon cher, elle est très très bien votre maison, c'est très bien parce que je prépare un film et alors dans ce film alors votre maison ça pourrait être la maison de Philippe Noiret et de sa femme, ce sera Catherine Deneuve, et on va tourner dans 15 jours, alors vous serez très très bien là, elle est très bien cette maison. Alors après on était invités, on buvait le café chez ces gens qui étaient éberlués et complètement fascinés par les mensonges que proférait Mocky, puisque évidemment il n'y avait pas du tout de film avec son ami Noiret et Catherine Deneuve. Tout ça était de la pure invention, juste pour le plaisir de passer un moment et d'observer aussi, puisque après, il n'est pas du tout exclu que de cette conversation avec ce couple en Bretagne, il en tire une séquence dans un film 2 ou 3 ans plus tard. Je me souviens qu'en sortant, il m'avait dit « Tu as vu cette dame, on dirait Frankenstein, elle est complètement liftée ». Alors, c'était des petits détails comme ça qu'il observait dans la vie quotidienne. Il était toujours à l'affût de ce genre de rencontres qu'il provoquait. Et ça, c'était assez amusant, hein. Mais pour revenir à ses confrères cinéastes, bon, il a longtemps raconté qu'il avait des relations avec son ami Eastwood. Et ça, j'ai eu la confirmation depuis que c'était complètement faux. Il y a toujours une toute petite part de vérité, en fait. C'est qu'il a eu un assistant qui ensuite est parti aux États-Unis et cet assistant a travaillé sur plusieurs films d'Eastwood. Et c'est comme ça que Mocky a considéré qu'Eastwood était devenu un de ses amis et qu'il le racontait après à qui voulait l'entendre. mais c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'était pas, non, il n'avait pas de reproches particuliers à faire à ses confrères. En fait, ils s'en fichaient un peu. Il avait la dent dure sur ce qu'il appelait les médiocres, mais c'est un terme générique. Ça peut être les gens, ça peut être toutes sortes de gens, pas seulement des cinéastes. Et il avait un projet de film qu'il n'a jamais pu faire, qui s'appelait La Revanche des Vaincus. Et donc, il pensait que tous ces gens médiocres, il les considérait comme des vaincus, et ces gens nourrissaient de la jalousie à son égard. Alors, il y a toujours eu aussi une part un petit peu d'égocentrisme et peut-être de paranoïa chez Mocky, comme si le monde entier tournait autour de sa personne. Donc, il voyait, alors beaucoup de gens étaient ses amis, mais il voyait aussi beaucoup d'ennemis autour de lui, notamment dans les ministères. Il paraît que quand il allait au CNC, certaines personnes se barricadaient dans leur bureau parce que Mocky débarquait, on peut dire, il déboulait dans les couloirs et il se mettait à hurler les noms de telle ou telle personne qui avait refusé un agrément de tournage ou des choses comme ça. Donc les gens se cachaient certaines personnes se cachaient dans les bureaux du CNC rue de Lubeck à Paris. Bon, ça, je n'ai pas connu cette expérience. Je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais pourquoi pas, ça peut être le cas. Je l'ai vu en revanche faire le bordel dans un centre d'impôt. Mais voilà, c'est ce qu'on peut dire sur Mocky. Il y a tellement de choses à dire sur lui. Alors là-haut, vous avez une des figures tutélaires qui veille sur moi, qui est Barbara Valentin. Hop, Barbara Valentin. Alors Barbara Valentin, on l'a vu dans des films de Fassbinder, c'est la barmaid de Tous les autres s'appellent Ali. Elle joue dans Le droit du plus fort, elle joue dans Martha, Lily Marlène.
Alors j'avais fait, évidemment, chaque fois que j'aime quelqu'un, j'essaye de faire un fanzine. Alors j'avais fait ça avec Monster Beast, avec Norbert Moutier. J'avais fait tout un fanzine sur Madame... tiens, elle est là-haut aussi, là. Vous voyez, là en face de moi, dans le cadre. Vous voyez, c'est exactement la même, là, hop. Voilà. Oh, l'image est un peu déstabilisée, c'est pas très grave, hein. Donc, Barbara Valentin. Alors, c'était une... avant Fassbinder, c'était une starlette de l'ère Adenauer. Elle avait 19 ans, quand elle a fait 18-19 ans, quand elle a fait son premier film. Elle avait rencontré un producteur, Wolf Hartwich, sur lequel j'ai aussi fait un documentaire. Et Wolf Hartwich avait eu l'idée de mêler l'horreur et l'érotisme. Il faut dire que sous l'occupation, il était à Paris. C'est pour ça qu'il parlait d'ailleurs très bien français. Et Wolf Hartwich avait vu un spectacle du Grand Guignol. Et il avait compris qu'on pouvait mêler l'horreur, l'épouvante, avec avec une touche d'érotisme. Et dans les années 50, il commence à se faire remarquer par des films prostitutionnels, où il y a toujours des filles en petite tenue, en porte-jartel. Il avait fait un film qui s'appelait par exemple « L'amour, c'est mon métier ». Ce genre de film, vous voyez, c'est déjà tout le titre est tout un programme. Strip Girl, L'amour, c'est mon métier, Ton corps m'appartient, L'amour tel que la femme le désire, ce genre de film. Et lui revient l'idée du Grand Guignol, et il fait un premier film qui s'appelle La femme nue et Satan, avec Michel Simon. J'ai une affiche là au mur où on voit la tête de Michel Simon maintenue en vie. C'était ce principe-là. Et il y avait eu justement, alors est-ce qu'il avait vu ça à l'époque au Grand Guignol? Il y avait eu une pièce avec une tête qu'on maintenait en vie. Le décapité vivant, je crois que ça s'appelait. Et donc il reprend cette idée dans un premier film, La femme nue et Satan. Et dans ce film, accoudé dans un bar, dans le bar d'un cabaret, où il y a un numéro de striptease évidemment sur scène, il y a une fille qui attend, un peu molle, un peu avachie, qui attend le client. C'est Barbara Valentin. C'est sa toute première apparition. Alors, écoutez, puisque j'ai un dossier entier sur Barbara Valentin, on va pas s'en priver. Je vais vous montrer la première apparition dans La femme nue et Satan. Si vous avez juste un tout petit peu de patience... Ah, la voilà. Voilà la première apparition. On est en 1958. Donc elle est à gauche. Et là, vous avez la fille qui fait son striptease. C'est une très très belle photo. Le film est de Victor Trivas. Alors Victor Trivas avait fait un film en France dans les années 30, Dans les rues, une sorte de drame social qui était vraiment très intéressant. Et puis ensuite, on le retrouve notamment scénariste pour Orson Welles, pour le film Le Criminel. Victor Trivas, une curieuse carrière. Alors, Wolf Hartwich, qui aime beaucoup les jolies starlettes, voit un potentiel très fort en Barbara Valentin, blonde, pulpeuse. Et quand il met en chantier son deuxième film d'horreur sexy, Le mort dans le filet, eh bien, et là, il lui donne plus qu'une simple figuration, ce qu'elle faisait dans le précédent. Il lui donne un rôle très conséquent.
l'histoire est simple. Il y a plusieurs des filles qui sont recrutées pour un spectacle de danse, peut-être de striptease. Elles doivent partir, je ne sais plus si c'est à Honolulu, quelque part, comme ça. Elles prennent donc l'avion et l'avion a une avarie et se crache en pleine mer. Il y a naufrage. Et donc toutes ces danseuses sexy dérivent en canot jusque sur les rives d'une île. Elles échouent avec leur impresario, qui est interprété par Alex Darcy. Lui aussi un acteur qui a eu une carrière très, très curieuse, de René Clair à Roger Corman, en passant par Russ Meyer. Eh bien, le drame pour Alex Darcy, dans ce film, c'est qu'il se fait mordre par une araignée. C'est des choses qui arrivent, surtout dans la série B. Et ce qui arrive aussi, c'est que ça le transforme littéralement en monstre. Il devient une sorte de loup-garou, enfin, il a des dents pointues, il est hirsute, poilu, et devient véritablement monstrueux et assoiffé de sang, puisqu'il commence à décimer toute sa troupe de stripteaseuses, qui, il faut l'avouer, sur cette île où il n'y a aucune route goudronnée, évidemment, c'est une île qui semble perdue, elle continue d'évoluer en talons aiguilles, ça fait partie du charme du mort dans le filet. Et donc voilà, ça c'est l'histoire, évidemment, avec le thème de La Belle et la Bête, puisque à un moment donné, Alex Darcy, transformé en monstre, va voir revenir en lui quelques sentiments humains. Il aimait quand même l'une des stripteaseuses, et au moment où il veut la tuer, il va avoir un moment de recul. C'est l'éternel drame de la bête qui ne peut pas aimer la belle. Et puis donc il y a toute cette atmosphère avec toutes ces filles qui dansent à un moment donné de façon lascive. Donc c'est un film qui a eu une importance vraiment déterminante pour moi. Je l'avais vu, je devais avoir 14 ou 15 ans, il passait sur une chaîne allemande. Et à l'époque, j'allais voir des films chez une de mes tantes en Lorraine, et j'avais été frappé par ce film sans savoir son titre. J'ai découvert un peu plus tard que ce film s'appelait Le Mort dans le filet, qu'il avait été encensé dans Positif par Ado Kirou, et plus tard dans la revue Fascination par Jean-Pierre Bouixou. Donc c'était quand même un film qui avait suscité l'intérêt de haute personnalité. Et alors voilà pourquoi, en fait, ça c'est Barbara Valentin, mais ici, oui voilà, là vous avez aussi une boîte consacrée en partie au mort dans le filet. Alors, comme j'aime bien les choses un peu iconoclastes, Le Mort dans le filet a été adapté en roman photo. Voilà. Mais ce qui m'amuse, chaque fois que j'en trouve un, c'est de l'acheter avec cet objectif un peu dément, d'ici quelques années, de peut-être en avoir une cinquantaine, voire une centaine. Souvent, les collectionneurs cherchent à avoir, par exemple, tout Star Ciné Cosmos. Il y a eu 86 numéros. Avoir toute une collection. Eh bien, moi, ce qui m'amuse, là, dans le cas du Mort dans le filet, c'est de ne pas avoir tous les Star Ciné, mais d'en avoir un seul, mais en 100 exemplaires. Là, pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6. C'est déjà pas mal, c'est un début. Une collection modeste. Et puis, bon, ça c'est amusant. Mais il y a encore mieux, il y a cette boîte-là.
Ah, voilà. Ça, c'est le titre allemand. Ein Toter hing im Netz. Un mort dans le filet. Et là, tout ça, c'est le mort dans le filet. Alors, je vais vous montrer, par exemple, les choses les plus intéressantes. Ce sont les photos, évidemment. Et là, vous avez tout ça, ce sont des photos. Alors, voilà Barbara Valentin. Elle est là, dans toute sa splendeur. Alors, elle a un petit côté boudeur comme ça, vous voyez. Un petit côté un peu effronté. Elle fait la bad girl de toute cette troupe de filles. C'est celle qui a un langage plus cru, qui se bagarre. Alors il y a une scène de bagarre magnifique où elle perd son soutien-gorge. Son soutien-gorge est arraché par son opposante. J'ai la photo, évidemment, hein. Là, voilà, regardez. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors Barbara Valentin, je l'avais rencontrée à Munich, mais évidemment, il y avait une difficulté à se faire comprendre en allemand. Et puis, elle disait ne pas avoir énormément de souvenirs sur le mort dans le filet. Et elle avait du mal à comprendre pourquoi je m'obstinais à lui poser des questions sur ce film. Là, vous allez avoir la fameuse scène de bagarre avec le soutien-gorge arraché. Et donc, elle ne comprenait pas pourquoi je ne lui posais pas plus de questions sur Fassbinder et sur le nouveau cinéma allemand, et que je revenais sans cesse sur ses débuts de starlet et sur le mort dans le filet. Donc c'était une petite déception. J'étais content de l'avoir rencontrée chez elle à Munich, mais on ne s'était pas bien compris. Alors oui, bon, bah il y a... je vais vous montrer le monstre quand même aussi, parce que il faut aussi montrer la bête. Il y avait des belles dans ce film, mais il y avait aussi la bête. Alors la bête, elle suscite ce genre de réaction. Quand elle apparaît, les filles se mettent à hurler. Enfin, là elles hurlent parce qu'elles voient le mort dans le filet. Oui, en fait, le mort dans le filet, le voilà. Il est ici, voyez. Et ensuite, la bête commence à faire ses méfaits. Là, on voit la griffe de la bête. Ah, l'araignée. Ça, c'est l'araignée qui pique le pauvre Alex Darcy. Alors, il faut quand même que je vous montre une photo d'Alex Darcy avant qu'il soit piqué quand même. À quoi il ressemble, hein, pour faire des comparaisons. Où est-ce qu'il est, ce brave Darcy? Voilà. Là, vous avez Alex Darcy. Alors, il faisait chaud quand même sur cette île. Alors, le soir, ils sont quasiment nus, hein, et ça, c'est Alex Darcy. Là. Mais vous le connaissez certainement si vous avez vu ce film américain avec Marilyn Monroe, Comment épouser un millionnaire. Il fait l'un des prétendants que Marilyn souhaite épouser. Alex Darcy. Alors donc Alex Darcy, à un moment donné, moment fatal, se fait mordre par l'araignée. Il ne faut jamais jouer dans des séries B, c'est toujours très très dangereux. Et après, voilà ce qui lui arrive, il devient vraiment monstrueux. Le pauvre Alex. Donc, j'aime bien le mort dans le filet pour ce genre de situation. Les filles échouent sur le rivage, mais toujours avec beaucoup de délicatesse, prennent soin de prendre des poses de pin-up.
Et là, Barbara Valentin on peut dire, elle a la science du porte-jartel. Là, on voit très très bien le porte-jartel et c'est comme ça qu'elle va faire tout le film. Alors, l'île du Sadique, c'est un retitrage français pour une ressortie du film. Le distributeur a pensé que c'était un titre peut-être encore plus payant que Le mort dans le filet. Voilà, ça fait partie de mes films cultes, comme on dit. Je n'aime pas tellement ce mot culte. Hein, je l'ai dit un peu facilement là. Il faudra couper ça au montage. Mais non, mais culte, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. C'est un chef-d'œuvre, voilà ce qu'il faut dire. Le mort dans le filet est un chef-d'œuvre. Voilà le sens du porte-jartel. Bon, il faut dire que le photographe de plateau était certainement un homme de goût. Mais vous voyez, on ne lésinait pas sur les moyens publicitaires comme pour Eurociné. Pour vendre un film et pour attirer le chaland, il fallait imprimer toutes sortes de documents comme ça. Hein. Donc il y a de quoi faire une boîte entière. Ah, allez, on va ranger tout ça. Oh. Ah oui, il faudrait que je mesure 1,90 m. C'est du sport d'être collectionneur. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, 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 je vois ce que c'est. Oui, oui. C'est un pressbook américain de Festival Girl avec Barbara Valentin. Parce que ces petits films un peu sexy, évidemment, ça se vendait très très bien dans le monde. Voilà. Et alors ça, c'est un format qui rentre pas dans les boîtes, qui m'emmerde. Donc je suis obligé de le laisser comme ça. On a ce qu'il faut là, non ? Ici, vous avez plein de films en Super 8. Donc, que je regarde avec cette caméra. Enfin, c'est pas une caméra, cet appareil de projection là. Hop. Parce que c'est pas le tout de collectionner des objets, il faut quand même aussi en profiter. Et puis, là, vous avez toute une série de boîtiers en Super 8. Alors, il y en a certains que je peux difficilement vous montrer pour des raisons de censure. Mais il y en a d'autres, là, vous voyez, ça je pense que ça passe. Top secret. Ça, voilà, vous voyez, top secret. C'est une petite série d'espionnage. Et ça, ah, voilà, là, une série prostitution. Ça, c'est amusant aussi. Casanova. Et ce qu'il faut observer, c'est, alors là, vous avez les titres, là.
Et voilà, c'est ça. Lasse Brown Productions, Lasse Brown Productions, LB. Donc Lasse Brown Productions, ici aussi, parce que bon, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est les films de Lasse Brown, alias Alberto Ferro. Donc c'est un homme qui a été un des pionniers de la pornographie dans les années 60, à une époque où elle n'était pas encore en accès libre. En Europe, donc il produisait des films en Super 8 qu'il diffusait ensuite grâce notamment à tout un circuit de camionneurs qui traversaient les frontières avec dans leur frigidaire des cassettes ou des Super 8 et des revues. Et vers 71-72, Lasse Brown s'installe à Breda, en Hollande, et il crée une sorte de mini-studio où il commence à tourner, enfin il continue à tourner des films en Super 8, notamment, alors là, celui-ci aussi, je peux vous le montrer parce que on ne voit qu'un dos. Là, vous reconnaissez une des toutes premières stars de la pornographie française, Sylvia Bourdon, qui est en train d'attacher son esclave. Alors c'est vraiment son esclave, c'est pas un acteur comme ça qui joue le rôle d'un esclave, mais c'est son esclave qu'elle faisait venir sur certains tournages. Donc là, voilà, il y a une série qui s'appelle Bondage. Alors ce qui est bien dans les Super 8, eh bien c'est leur durée. C'est des films qui ne durent pas plus de 10 ou 12 minutes. Et c'est peut-être le format idéal de la pornographie. Et c'est le format initial à l'origine, quand les premiers films porno étaient des films muets, noirs et blancs, dans les années 20. Et c'était des films courts, comme pouvaient l'être certains films burlesques, par exemple. C'était un genre qui n'a connu la durée longue qu'à partir des années 60, fin 60, début 70. Et peut-être que dans le format long, la pornographie a perdu sa vertu essentielle. Parce que ce qui s'est passé avec la production de longs métrages, aux États-Unis comme en France, c'est que beaucoup de cinéastes ont cherché à singer le cinéma classique. Donc en essayant de tourner sous forme pornographique des scénarios qui déjà en soi étaient insipides, des histoires de couples bourgeois, le triangle amoureux, l'amant dans le placard, des choses comme ça. On a cru à un moment donné que pour défendre la pornographie, il fallait défendre l'idée d'avoir un scénario, avec cette fameuse idée d'avoir un début, un milieu, une fin, une évolution psychologique des personnages, tout ce genre de choses, sans comprendre qu'en acceptant cette règle du scénario, on risquait de singer le très mauvais cinéma commercial, ce que j'ai toujours appelé pour le cinéma français le FCFQ, le foutu cinéma français de qualité, c'est-à-dire les films, je vais me faire des ennemis, ça changera pour une fois. Il paraît que les vidéos sont appréciées par tout le monde. Alors là, on va mettre les pieds dans le plat et je vais dire tout le mal que je pense des films de Claude Sautet, scénarisés et dialogués par Jean-Louis Dabadi. Ce sont des films qui aujourd'hui, et peut-être même déjà à l'époque, étaient insupportables. C'est pas du grand cinéma, il faut quand même l'avouer. C'est pas parce que on est dans une scène de café remplie de gens avec Yves Montand qui fait son sempiternel numéro qu'on obtient un bon film. Et ni même avec les yeux larmoyants de Romy Schneider et puis ses dialogues insupportables.
Donc là, on a ce qu'on appelle du FCFQ, du foutu cinéma français de qualité, ce cinéma qui va ensuite être encensé à partir de 1975 par les Césars, cette institution qui pérennise ce cinéma classique. Et la pornographie cherche à faire la même chose, avec des scénarios du même acabit. Et on oublie donc on oublie tout ce que la pornographie avait pu explorer de façon sauvage dans le Super 8, quand il n'y avait pas de scénario ou juste un minimum, une trame narrative toute simple pour mettre en place très très vite quelques protagonistes et arriver à une scène pornographique, arriver à une tension pornographique. Et à beaucoup de cinéastes porno qui sont encensés par les spécialistes, je préfère de loin les films Super 8 de Lasse Brown, ou alors un cinéaste comme Alain Payet, qui en France n'a jamais été meilleur que lorsqu'il n'avait pas de scénario. Et donc on a pu comme ça avoir des films comme Nadia la jouisseuse, Elle suce à genoux, La comtesse est une pute. Ça fait partie des grands films d'Alain Payet où son génie est d'avoir choisi quelques comédiens, de poser sa caméra et puis ensuite de filmer l'imprévu qui peut surgir entre deux partenaires. Et quand il a en face de lui, devant son objectif, une actrice comme Christine Debé, qui est l'héroïne de Elle suce à genoux et de La comtesse est une pute, eh bien, il se passe alors quelque chose de l'ordre de l'indescriptible. Et là, on se rend compte que la pornographie n'a absolument pas besoin de scénario pour vivre, et que c'est l'absence même de scénario qui va lui permettre de prendre toute sa dimension onirique, érotique. Et avec un scénario, tout ça aurait été gommé. Je me souviens de Gérard Kikoïn qui m'avait expliqué, alors lui, il tenait la caméra sur certains de ses tournages, notamment pour des partouzes. Donc il prenait des plans comme ça sur le vif. Il y a un film dans lequel il y a dans un tout petit rôle Catherine Ringer, qui était à cette époque l'une de ces comédiennes par qui le scandale, par qui la transgression et l'imprévu pouvaient survenir. Elle était formidable pour ça. Et Gérard Kikoïn était un peu trop engoncé dans ses habitudes d'un cinéaste qui peut-être veut bien faire les choses. Et à un moment donné, sa caméra passe sur le visage de Catherine Ringer dans cette partouze, un visage qui est révulsé comme pourrait l'être le visage d'une sorcière, par exemple. Elle est révulsée par une expression qui fait peur à Gérard Kikoïn, parce qu'il n'a pas l'habitude de ça. Il essaye de faire des choses entre guillemets de qualité. Il y a d'ailleurs plusieurs fois, il a réussi d'excellents films, notamment avec Brigitte Lahaie, Indécence 1930. Mais là, dans ce cas précis, face au visage tout à fait étonnant, surprenant, un visage tel qu'on en voit rarement dans la pornographie, un visage transfiguré, lui qui avait l'œil sur l'œilleton détourne sa caméra immédiatement. On n'aura jamais droit à ce visage dans le montage final de son film. Il a eu un moment de peur. Et malheureusement, il n'a pas pu en faire profiter son public. Et la pornographie a peut-être aussi un rapport avec la peur, avec quelque chose d'indicible, qui nous dépasse. Et c'est chez des cinéastes beaucoup plus modestes, artisans comme Alain Payet, qu'on peut parfois trouver ce genre
de beauté. Tout d'un coup, quelque chose oui, d'indicible, une peur, un sentiment intense, une émotion qui surgit quand on s'y attend le moins. J'ai fait un dictionnaire il y a des années. Ce dictionnaire a permis de parler contre mon gré d'ailleurs, d'une idée d'âge d'or de la pornographie. Cette idée-là, elle avait été développée sous l'angle toujours du scénario. Parce que ces films réalisés en 35 mm, beaucoup employaient des scénarios. On a beaucoup de commentateurs ont dit que c'est l'âge d'or de la pornographie. Comme si l'absence même de scénario empêchait un cinéaste d'être expérimental et de provoquer une émotion intense chez le spectateur. Donc il faut se méfier de ce genre d'expressions qui en fait sont des expressions purement commerciales ou des expressions journalistiques un petit peu faciles. Comme ça, à l'emporte-pièce, on définit tout un pan culturel du cinéma d'âge d'or sans rien distinguer. Et aussi, c'est vraiment quand même, je pense, une façon de vouloir contrôler les choses et de mettre en valeur un certain cinéma beaucoup plus classique qu'un autre, qui serait plus dérangeant. Donc, c'est pour ça que j'aime bien collectionner donc, ces petits Super 8 de Lasse Brown. Oui, Parisiana, voilà. Il y a eu Lasse Brown a quand même osé aller faire quelques scènes pornographiques sur la Tour Eiffel. Il fallait avoir cet esprit transgressif pour faire ce genre de choses. Bon, ça, je ne peux pas vous le montrer, c'est un peu trop hard. Mais bon, vous n'avez qu'à taper son nom sur Internet et puis vous verrez bien. Ah oui, non, ça, je ne peux pas vous le montrer. Ah, ça, j'aime beaucoup. Ça s'appelle Shocking. Mais je peux vous le décrire, à défaut de vous le montrer. Là, vous avez une femme qui est à quatre pattes. On est dans une dune de sable. Elle a le cul tourné vers l'objectif, les cuisses écartées, et son partenaire se tient à ses côtés et tient dans la main un gâteau à la crème. Et ce gâteau à la crème va être, dans le plan suivant, projeté sur son sexe. Et nous allons avoir toute une orgie pâtissière dans les dunes de sable. Alors ça, c'est un des films les plus étonnants de Lasse Brown. Shocking avec un point d'exclamation. Voilà. Est-ce que je vous ai convaincu? Lasse Brown. Je ne vous ai pas parlé de l'homme au crochet, mais bon. Pornography in a New Style by Lasse Brown. Ah, j'ai toujours un problème pour ranger mes affaires après. Comment je m'y prends là? Oui, ça doit être comme ça, non? Voilà.